7 personnes sur 10 de plus de 60 ans continuent d'avoir une vie sexuelle active, et même 7 personnes sur 10 se sentent plus épanouies dans leur sexualité qu'avant. Les couples qui se séduisent plus sont des couples qui sont en train de mourir. On passe de la performance à la présence. C'est une sexualité de présence. Donc de présence à toi, à ton corps, à ce que tu es, de présence à l'autre, de présence à la relation. Bonjour à tous. Alors la sexualité, c'est un sujet souvent tabou, et plus particulièrement quand on a 60 ans ou plus, et que le corps commence à changer. On vieillit, il y a la ménopause, il y a le désir qui peut diminuer, etc. Et pourtant, vous allez voir qu'il y a beaucoup de fausses croyances à ce sujet, et que cette période de la vie peut être la période la plus épanouissante. Et pour vous en parler, j'ai le grand plaisir d'être avec 2 médecins, 2 psychiatres. Céline Candillet. Bonjour Céline. Bonjour. Alors Céline, toi tu es donc psychiatre, sexologue, spécialisée dans l'accompagnement des seniors. Tu as aussi fondé une plateforme qui s'appelle Always Valentine, qui permet justement aux personnes âgées d'avoir de l'information sur l'intimité. Exactement, oui, c'est ça. Et puis, docteur Gérard Ribes, donc Enchanté, tu Florent. es également psychiatre, Absolument. sexologue, gérontologue aussi, donc Oui. c'est-à-dire vraiment l'accompagnement des personnes âgées. Et, Toutes les dimensions, aussi bien la philosophie, la sociologie, la psychologie. Oui, Voilà. Donc, j'ai enseigné à la fac de psycho la psychologie du vieillissement. c'est ça. Donc tu as enseigné, tu as aussi travaillé pendant, je crois, plus de 20 ans en hôpital. Oui, aussi. Oui. Tu as accompagné vraiment les personnes sur plein de thématiques différentes, Absolument. notamment aussi sur Alzheimer. Absolument. Et puis, tu as été, si je ne me trompe pas, le professeur de Céline sur Absolument. Exactement. oui. l'étude de psychiatrie. Absolument. Parce Voilà. que j'ai dirigé l'enseignement de sexologie à la faculté de médecine de Lyon et Céline a été une étudiante brillante. Merci, c'est là où on s'est rencontrés. C'est là où on s'est rencontrés. Voilà. Super. Et ensemble, vous avez coécrit ce livre, Le sexe après 60 ans, ça s'apprend, vient de sortir aux éditions Solar. On va en reparler tout de suite, mais peut-être justement, vu qu'on a évoqué ce rapport professeur et étudiant, donc je sais que vous aimez rappeler que vous êtes de deux générations différentes, Oui. que vous êtes un homme, une femme. Quand vous avez commencé à travailler sur ce livre, comment vous avez... est-ce que vous avez senti justement ces différences? Est-ce que vous avez confronté un peu des points de vue différents? Alors, on a choisi volontairement Oui. de le faire à 4 mains et d'avoir cette possibilité d'avoir d'un côté un regard un peu plus jeune, le mien, même s'il n'est pas très jeune, et puis féminin, et puis un regard masculin, celui de Gérard. Et c'était une volonté réfléchie, parce qu'on a des approches et des sensibilités qui sont différentes, et je pense que les choses, elles s'associaient bien ensemble, en fait, ça fonctionnait bien. Oui, ça a été une évidence pour nous, quoi. Ça ne pouvait pas être que Céline ou que moi qui faisions ce livre. Voilà, il fallait, comme tu le disais, qu'on croise et 2 générations et une approche masculine et féminine. Donc ça a été une forme d'évidence. Oui. Voilà. Alors ce livre, je pense vraiment qu'il vient, je le disais tout à l'heure hors caméra, il vient combler un vide, parce qu'il n'y a pas beaucoup de littérature sur la sexualité après 60 ans. Je pense que c'est une population qui est un peu oubliée, malheureusement, sur ce sujet. Comment vous percevez aujourd'hui la situation par rapport à ça? Il y a un changement important, c'est l'arrivée des baby-boomers, donc qui est quand même une tranche d'âge importante et qui s'est construite autour de la sexualité. Donc la vision de la sexualité de la génération des 60-70 n'est pas la même que les 80-90. Parce qu'il y a vraiment un saut de génération extrêmement importante. Et cette génération qui s'est construite autour de la sexualité, non pas simplement autour du sexe, mais autour de la sexualité comme élément d'identité, quand tu arrives à 60 ans, tu continues ça, et puis tu as envie de t'épanouir par rapport à ça. Tu as envie de t'épanouir, comme dit Gérard, mais tu sais pas forcément comment ton corps vieillit, comment il faut s'y adapter, en fait. Parce que le livre, c'est vraiment avant tout de s'adapter à notre vieillissement, parce qu'on peut y faire ce qu'on veut. On a souvent une décorrélation entre l'âge psychique et l'âge physique, qui est un peu sociétal, et on a toujours l'impression d'être plus jeune dans sa tête. Mais physiquement, le corps vieillit et se modifie, qu'on le veuille ou non, et c'est la réalité pour toutes et tous aujourd'hui. Et donc, quand on connaît en fait ce vieillissement et quand on l'appréhende mieux, on peut continuer à avoir une vie intime, sexuelle, affective, épanouissante. Et c'était vraiment l'intérêt de ce livre. Alors, j'ai beaucoup aimé le titre de votre livre, le sexe après 60 ans, ça s'apprend.
Ça s'apprend. Ça veut dire à la fois, c'est pas une fatalité, c'est pas perdu, c'est pas fini, et en même temps, il y a quelque chose à apprendre. C'est-à-dire que c'est pas non plus acquis. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment où c'est nouveau. On fait des guides d'éducation sexuelle pour les adolescents, etc., parce qu'il y a un changement du corps, il y a un changement important. Quand tu arrives dans cette tranche d'âge-là, il y a aussi des changements extrêmement importants. Des changements du corps déjà, et puis de ta place sociale, de la manière dont tu vas gérer ta vie. Donc c'est pour ça que c'était l'idée de faire un guide de la sexualité pour cet âge-là, en disant qu'il y a encore des choses à découvrir et à épanouir. J'insiste là-dessus, parce qu'on a toujours l'impression que c'est un moment où ça s'éteint. Au contraire, tu as un moment de liberté extraordinaire. L'état de santé des gens de 60 ans, maintenant, c'est pas du tout le même qu'il y a 20 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, c'est des gens qui encore... J'en fais partie. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est bien, j'ai écrit un livre pour moi, en fait. Je ne l'ai pas dit, mais voilà. Pour moi aussi, je vais arriver. On y passera tous. On y passera, j'espère. Voilà. Et donc, voilà, il y a plein de choses de découverte. Je trouve que c'est le bon terme, en fait. Voilà. Et pour rebondir sur ça, c'est ça. Et puis c'est aussi, on le voit bien, en fait, il nous reste, comme le disait Gérard, encore 20, 30 ans de vie après 60 ans. Et il y a de plus en plus aussi de divorces gris, donc de séparation, notamment à l'origine des femmes, le plus souvent. Qui veut dire séparation, veut dire aussi possiblement nouvelle rencontre, donc nouveau couple de vieux. Et donc, quand on a auparavant eu une intimité avec son conjoint ou sa conjointe pendant de nombreuses années et qu'on arrive avec un corps différent, avec un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, ça peut parfois être un peu difficile ou un peu gênant ou un peu, avec des appréhensions. Et l'idée, c'est vraiment de déconstruire tout ça et de permettre à tout le monde de pouvoir s'épanouir comme il le souhaite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fausses croyances sur la sexualité à 60 ans. Et peut-être une importante, c'est de penser qu'on ne peut plus avoir de sexualité à cet âge-là. Je crois que c'est des chiffres que vous donnez. 7 personnes sur 10 de plus de 60 ans continuent d'avoir une vie sexuelle active. Et même 7 personnes sur 10 se sentent plus épanouies dans leur sexualité qu'avant. C'est quand même incroyable. Oui, ça c'est une sacrée fausse croyance, justement, que les chiffres déconstruisent, en disant qu'il y a un moment, tu deviens grand-père, grand-mère, t'es grand-père, grand-mère, et tu t'occupes des petits-enfants en faisant des petits gâteaux, machin, voilà. Mais tu restes un homme, une femme, avec des désirs, du plaisir, avec une appétence pour la vie, et la sexualité en fait partie. Et cette autorisation, en fait, c'est bien de pouvoir montrer ces chiffres pour celles et ceux qui sont toujours... Parce que ce que disait Gérard, sur l'image qui reste encore sur le vieillissement, sur ce sentiment de honte, qui est une émotion sociale, le fait de pouvoir se dire, regardez, en fait, il y a de nombreuses personnes de votre génération qui continuent à avoir une intimité, ça permet de s'autoriser et de se réapproprier son corps et de se réapproprier sa vie intime et donc d'aller mieux, parce que c'est aussi un livre pour la santé et la bonne santé. Je vous interromps un instant, je suis désolé, moi aussi je déteste les publicités, mais là je pense que c'est vraiment important de vous dire que cette vidéo, c'est une vidéo qui est extraite d'une interview beaucoup plus longue que vous pouvez retrouver gratuitement sur notre plateforme Masterclass Pure Santé. Si ça vous intéresse, vous avez un lien, vous pouvez découvrir pendant 7 jours gratuitement toutes les vidéos, les formations, tout ce qui se trouve sur cette plateforme. Voilà, je vous embête pas plus et on reprend tout de suite. Alors bon, c'est pas toujours facile parce que évidemment, vous l'avez dit tous les deux, quand on prend de l'âge, il y a des petits problèmes qui arrivent et peut-être qu'on peut en évoquer quelques-uns parce que souvent on pense que c'est qu'on peut rien y faire, alors que vous le montrez très bien dans le livre, il y a à chaque fois des solutions qui sont possibles. Je pense peut-être d'abord à la ménopause pour parler des femmes. La ménopause, il y a je crois une femme sur 2 ménopausée qui a des fuites urinaires, il y en a aussi un certain nombre qui ont des bouffées de chaleur, des sécheresses vaginales, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire quand ça arrive ? Alors, la ménopause, c'est un grand moment de changement pour les femmes. Et aujourd'hui, on commence à en parler, c'est important d'en parler. Vous le dites bien, les hormones vont dans le corps tout entier et donc avec un retentissement multiple et varié qu'on découvre encore aujourd'hui, et notamment autour de la sphère génitale. Et il existe plein de solutions et plein de moyens pour améliorer ça. Avant tout, moi j'ai envie de déconstruire d'abord une idée, c'est-à-dire que souvent on dit la ménopause c'est la baisse du désir sexuel. Et donc en fait c'est faux, c'est faux, puisque le désir sexuel il est à la fois biologique avec les hormones, donc certes les hormones diminuent, mais ça peut un peu diminuer, mais le désir il est aussi dans la relation qu'on a à l'autre.
Et donc, si on a une bonne relation, de la bonne communication avec son partenaire ou sa partenaire, on continue à avoir du désir. Et il est aussi culturel, c'est-à-dire si culturellement, on a envie de continuer à avoir du désir et qu'on n'écoute pas les idées reçues, on continue à avoir du désir. Et c'est un moment d'extrême liberté, puisqu'on a moins les enfants, on a peut-être moins, on est moins investi dans son travail. Alors, on peut l'être encore beaucoup, mais on peut se détacher un petit peu en vieillissant. Donc, c'est un espace pour ça. Et alors, les solutions, vous me disiez, le grand problème, c'est effectivement la sécheresse vaginale. Et moi, j'aime bien rappeler, et je le découvre à chaque fois, que pour les femmes, d'abord, à partir de 50 ans de la ménopause, on a toujours du lubrifiant quand on a des relations intimes, même avec ou sans pénétration. Le lubrifiant, c'est important d'en avoir. Ça, les plus jeunes l'ont. Ils ont plein de lubrifiants avec plein de goûts. Et pour les plus âgés, on a aussi son lubrifiant. Voilà. Et puis les autres choses, il existe par exemple les injections d'acide hyaluronique, il existe la photobiomodulation par LED, il existe plein de techniques qui ne sont pas mises en avant parce que on n'ose pas en parler. Alors que c'est important, si on souhaite continuer à avoir une vie intime, de pouvoir l'avoir dans les bonnes conditions. Oui, puis il y a deux éléments extrêmement importants. Déjà, par rapport à ce que tu as évoqué un peu au début, c'est qu'il y a une forme d'autocensure. Déjà, qui est extrêmement importante, si tu veux. Donc, à mon âge, ou à mon âge, je ne devrais plus, à mon âge, voilà, quelque chose donc, qui est extrêmement important. Puis le deuxième élément, c'est, ça on le défend de manière importante, c'est que pour désirer, il faut se sentir désirable. C'est sa désirabilité, si tu veux. Et donc, dans notre société, c'est vrai qu'il y a encore un regard sur la femme de 50 ans, etc., qui est un peu complexe souvent. Et donc, nous, ce qu'on défend aussi, c'est comment, toi, en tant que femme, comment une femme va continuer à se mettre en position de désirabilité, quoi. Donc, de s'occuper de son corps, de s'occuper d'elle-même, de prendre soin de soi, d'avoir un plaisir avec soi et non pas d'être dans quelque chose où, avant, j'avais un corps comme ça et maintenant, il est comme ça, ça ne sert plus à rien, etc. C'est ça la longévité, décomplexée. C'est-à-dire qu'on est avec son corps et on est aligné avec son corps et c'est ça qui crée le désir de son partenaire ou de sa partenaire. C'est vrai que c'est important et dans le livre d'ailleurs vous proposez même des exercices pour travailler sur l'estime de soi parce que comme tu l'as dit Gérard, ça commence vraiment par là. Chez les hommes c'est la même chose, enfin c'est pas tout à fait la même chose, mais quand on vieillit, je crois qu'à partir de 40 ans, j'étais assez impressionné par les chiffres, une personne sur deux après 40 ans souffre à un moment donné de dysfonctionnement érectile. Donc pareil, les hormones changent et ça peut créer des problèmes pour la vie intime. Oui, là aussi, les hormones changent, c'est quelque chose d'extrêmement important. Céline, tu développes d'ailleurs quelque chose autour de ça, et c'est... Là aussi, il y a une sorte de tabou, une sorte de non-dit encore. Les hommes, voilà, c'est comme si on était dans une, entre guillemets, puissance éternelle. Non, ça évolue, donc il faut l'accompagner. C'est encore plus un voile noir, en fait, sur ce sujet-là. Parler de dysfonction érectile, c'est ce que dit Gérard, c'est-à-dire d'accepter qu'on n'est pas tout puissant, qu'on n'est pas performant à jamais et pour toujours, ce qui est normal, puisque notre corps, encore une fois, vieillit, et pouvoir accompagner ça, parce que c'est encore plus difficile. Moi, j'avais un témoignage, là, il y a quelques jours, d'un monsieur qui me disait, il a fait un burn-out, il a commencé à avoir d'autres maladies, il a eu un problème de dysfonction érectile, il en parle à personne, il a 2 amis proches, mais c'est difficile d'en parler, parce que peut-être entre femmes, on en parle un peu plus. Et entre hommes, c'est encore plus difficile d'en parler, il y a encore moins cette pérédance, alors que, comme vous dites, les chiffres le disent, c'est normal, en fait, d'avoir des troubles de la sexualité en vieillissant. Et il y a des solutions aussi, et il y a des accompagnements possibles. Il y a une chose, par exemple, qui, moi, me frappe aujourd'hui, c'est on parle des sextoys pour femmes. C'est autorisé, on en parle, on peut faire un cadeau à sa partenaire d'un sextoy, alors qu'il existe des sextoys pour hommes, et là, tout de suite, on n'en parle pas, en fait. Les hommes ne sont pas informés de cette possibilité aussi d'utiliser, si on le souhaite, dans l'intention de se faire du bien ou de faire du bien avec sa partenaire, un sextoy. L'homme doit être performant, il ne peut pas utiliser un outil, en fait. La femme, oui, l'homme, non. Il y a ces grandes constructions encore qui sont là, sociétales, difficiles à passer, en fait. C'est vrai que tu parles de performance, et donc il y a vraiment cette idée de la performance, que ça se passe vraiment au niveau physique, et finalement, on peut faire les choses autrement. Oui, puis là aussi, c'est quelque chose qu'on a voulu développer de manière importante, on passe de la performance à la présence. C'est une sexualité de présence. Donc de présence à toi, à ton corps, à ce que tu es, de présence à l'autre, de présence à la relation, et pas simplement d'avoir un truc dans un machin. Voilà, je le dis comme ça parce que c'est... Voilà,
et de sortir de cette idée de la prééminence, de la pénétration. Il y a tellement d'autres choses à faire, hein, il y a tellement d'autres choses à découvrir. Donc, et ça, c'est un élément extrêmement important. Il faut rester curieux. C'est la curiosité. De ne pas se dire, j'ai tout fait. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'on est très routinier, tout le monde. Hein. Voilà, on a ses habitudes, ses trucs, ses machins, et on reste sur ses routines. Et ce qui fait que si on n'a pas ce plaisir de découvrir, alors à ce moment-là, peut-être qu'on aura moins envie justement d'une sexualité, parce que justement, c'est le samedi soir, après avoir regardé la télé, ou à la fois faire pisser le chien et je sais pas trop quoi. Donc voilà, ça peut être un peu pénible. Donc il faut se donner une liberté de vivre. Et comme on le disait, Céline le disait aussi, c'est un moment où on est libre dans son temps. On n'a plus d'activités professionnelles ou des activités partielles, donc c'est extraordinaire en fait. On a une liberté de choix et une liberté de possibilité, donc il faut en profiter. Et comme Gérard le dit, hein, les couples, les nouveaux couples ou les vieux couples qui ont fait ce choix de se dire la pénétration c'est un plus, mais on l'a pas dans la checklist obligatoirement et on vit notre intimité, notre sexualité comme on la souhaite. Et puis des fois il y a pas et c'est pas grave et on fait autrement. Ils témoignent dans nos cabinets d'une libération et d'une liberté qu'ils n'ont jamais trouvée et d'un épanouissement sexuel encore plus important en fait. Hein. Quand on fait cette transition là, qui est valable pour les plus âgés, mais aussi pour les plus jeunes. Hein. Les plus âgés pourraient donner ces conseils aux plus jeunes. C'est vraiment une autre sexualité, une autre intimité dans laquelle on arrive, quoi, on se construit. Tu vois, c'est sortir des « il faut ». Oui. Voilà, on doit. Voilà. Comme tu disais, la checklist, tu vois, le truc, il y a numéro 1, numéro 2, etc. Là, everything is possible. Quoi. Voilà, tout est possible. Et prenons du plaisir, c'est la question du plaisir. Moi, ce que je dis souvent à mes patients, c'est il y a un papotage corporel. Hein, voilà, on se papote, et plus il y a affinité. Et puis des moments, ça va s'arrêter au papotage, et ça sera vachement bien aussi. On aura passé un moment intime, qui ne sera pas forcément un moment de sexualité au sens de pénétration, comme on l'évoquait, mais qui sera quand même un moment de sexualité, puisque c'est une rencontre de deux corps, un échange entre deux corps. Et quand on arrive à faire passer les couples... Nous, le problème en tant que médecin, on voit des gens en difficulté. Oui. Hein, donc on a un peu un biais, si tu veux. Voilà. Mais quand on voit ces couples-là en difficulté, qu'on arrive à les faire passer de ce côté-là en disant « mais sortez de vos schémas, allez explorer autre chose », ça va bien. C'est super, ça enlève beaucoup de pression déjà. Absolument. Et de peur de l'échec, parce que finalement, il n'y a plus quelque chose à réussir. Il s'agit juste de passer un bon moment et d'être présent. Ça, c'est important, l'idée de ne pas avoir quelque chose à réussir. C'est ça. Hein. Et qui de mieux que les plus âgés, alors les seniors, les vieux, chacun s'appelle comme il veut et c'est OK, hein, qui ont passé et qui peuvent témoigner en fait, parce que ce que je dis souvent, et Gérard est OK avec nous, on est experts, mais on n'a pas l'expert. Enfin, Gérard a plus l'expérience que moi. Moi, j'ai pas encore cette expérience-là. Et c'est vrai que d'avoir de pouvoir laisser arriver la parole en fait de ceux qui sont épanouis et qui le vivent librement et qui s'autorisent à le mettre et qu'on lève la censure sociale et sociétale sur ce sujet-là, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que quoi de mieux que la paire aidance, et on le sait, hein, pour tous les sujets aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est important, et je pense réellement à l'intérêt d'une paire aidance pour ces sujets-là aussi. Alors je sais pas ce qu'en pense Gérard, mais... mais complètement, complètement. Le problème, c'est que, bon, moi, comme je dis, je rentre dans cette tranche d'âge-là, mais quand tu n'as pas été vieux, tu sais pas ce que c'est vieux. Voilà. Tu sais ce que c'est être adolescent, tu sais ce que c'est être enfant parce que tu l'as passé. Alors que qui, mieux que les vieux, peuvent parler de la vie des vieux. Voilà. Et avec ce côté décomplexé. Et c'est ça qui est important. Parce que vraiment, ce côté autocensure, ce côté j'ai pas le droit, ce côté c'est pas normal, ce côté on l'entend, mais c'est un poids sociétal encore extrêmement important, ça. J'espère en tout cas que le livre permettra de déconstruire un peu ces croyances. Et j'aime beaucoup ce mot, hein, Gérard, tu l'as utilisé, présence. Comment on fait quand ça fait 30 ans, 40 ans qu'on est avec la même personne, qu'on a des habitudes, de remettre cette présence finalement au cœur de l'intimité ? Vous avez des conseils peut-être ? Oui, vas-y. Il y a quelque chose qui est important, c'est que les couples qui se séduisent plus sont des couples qui sont en train de mourir. Donc c'est la question de la séduction. Donc comment tu entretiens quelque chose qui est la séduction, et donc dans la séduction il y a quelque chose qui est une présence, parce qu'il y a quelque chose qui est une pensée vis-à-vis de l'autre, il y a quelque chose, voilà, en se disant voilà, comment je vais faire par rapport à l'autre, ce qui va l'intéresser, etc. Donc déjà ça c'est un élément de présence en fait, voilà. Donc c'est même, je dirais, la base de la présence. Et puis après, comme on l'a évoqué après, c'est la présence à son corps.
C'est une des grosses difficultés. Et ça, chez les hommes, on le voit extrêmement souvent, c'est qu'ils sont toujours dans une comparaison à avant. Hein, avant, c'était comme ça. Avant, c'était comme ça. Et on voit un certain nombre d'hommes qui sont en difficulté par rapport à la sexualité, pas parce que physiologiquement, ils ont des problèmes, mais parce qu'ils n'ont pas fait cette présence au présent, si j'ose dire. Hein. C'est vraiment rentrer dans un présent et non pas se référer en permanence à quelque chose qui est un passé. Donc, être présent à soi, être présent à l'autre, et être présent au plaisir, parce que la question, c'est au plaisir. Hein. C'est pas forcément à l'orgasme, au plaisir. Ouais. Au plaisir de son partenaire ou de sa partenaire, mais pour les hommes, à son plaisir aussi. Enfin voilà, il faut être dans les deux plaisirs, il faut être présent. Et ce qui est parfois en fait difficile quand on entend ça, et ce que disait Gérard, c'est bien comprendre que être dans son corps, ça permet, ce que disait Gérard, d'être présent. Et cette présence, elle est aussi en lien avec cette estime de soi. C'est-à-dire que si je suis présent et que je fais attention à mon corps, je fais attention aussi à mon partenaire. Je continue à le désirer, il continue à me désirer. Je communique autour de ça. Et il y a aussi la notion d'estime sexuelle que Gérard aime beaucoup et qui nous parle. C'est si je me sens partenaire dans mon couple de l'autre, eh ben, je vais faire attention à moi pour continuer à avoir cette sexualité dans la communication et l'échange, parce que ça, c'est un autre élément hyper important. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir de relations, ça s'appelle des relations sexuelles, parce qu'il y a une relation, on ne peut pas avoir d'intimité si on n'est pas communicant ou communicante avec l'autre. Et ça, c'est la base de maintenir le désir. Hein. C'est pour désirer, il faut savoir, il faut poser des questions à l'autre, il faut savoir, il faut connaître, il faut échanger. Finalement, on pourrait dire que la sexualité, elle commence en dehors du lit, c'est-à-dire dans la relation de tous les jours. C'est la base. Pour ça, l'idée de relation sexuelle est extrêmement importante. Et il peut y avoir des actes sexuels, mais la dimension de la relation sexuelle, ça englobe quelque chose de beaucoup plus important. Et ce qui est intéressant, comme l'a évoqué déjà un peu Céline, c'est que cette génération-là a peut-être aussi des choses à apprendre aux générations plus jeunes. Hein, de dire, pensez la relation. Penser à ce qui se passe justement dans cette présence à l'autre, cette présence à soi, et non pas simplement de mettre 5 points, 2 points, voilà, en fonction d'une performance. Alors c'est sûr, à un moment de son existence, quand on démarre, on a besoin de vérifier que ça marche. Donc c'est logique. Donc, voilà. Et puis petit à petit, quand on sait que ça fonctionne, pas toujours bien, qu'on accepte que ça fonctionne pas toujours bien, on peut rentrer dans d'autres choses. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Alors, il y a d'autres problématiques qui peuvent venir aussi avec l'âge, c'est la question des maladies, des problèmes de santé. On peut être cardiaque, on peut avoir une prothèse, voilà, tous des exemples que vous donnez d'ailleurs dans le livre. Est-ce que c'est toujours possible, quand on a ces types de problèmes, finalement, d'avoir les relations sexuelles ? Heureusement que c'est toujours possible. Hein, on sait bien qu'en vieillissant, comme on disait, le corps change et puis parfois, il y a des maladies qui apparaissent ou une perte d'autonomie et on peut continuer, si on le souhaite, à avoir une intimité. Hein. Il y a des tips, on les donne dans le livre. Hein. C'est, voilà, s'il y a une maladie cardiovasculaire, on en parle à son cardiologue. On n'hésite pas à en parler. Si son cardiologue dit ose pas trop répondre, on voit s'il peut nous conseiller de voir quelqu'un ou on reste pas en fait sans réponse. En fait, c'est ça pour le cardiologue, pour l'AVC, pour vous l'avez dit, les prothèses, pour voilà, il y a des coussins, il y a des positions qui sont favorisées. Si on a de l'arthrose ou de l'arthrite, on a des douleurs, peut-être qu'on a des relations lorsque l'antalgique fait le plus effet. Enfin, voilà, il y a plein de choses à mettre en œuvre et de ne pas hésiter et ne pas se sentir mal à l'aise de consulter en fait quelqu'un qui pourra nous accompagner sur quelques séances. Si notre médecin nous dit, parce que c'est le cas, on est médecins tous les deux, donc on le sait, la sexualité est peu apprise lors des études de médecine et donc c'est pas évident non plus pour un médecin. Il y a des médecins qui sont plus à l'aise, d'autres moins à l'aise. Et si notre médecin est moins à l'aise, de lui dire que nous, c'est un sujet important et vers qui il peut nous orienter ou comment il peut nous orienter. Moi, il y a une chose que je veux faire passer comme message aussi, c'est on n'arrête pas ces médicaments parce que c'est fréquent. On n'arrête pas, on diminue pas ces médicaments parce qu'il y a des troubles de la fonction sexuelle qui apparaissent, mais on en parle à son médecin et on le fait avec quelqu'un, avec un professionnel pour que ce soit adapté parce qu'il y a des solutions. C'est vrai, comme tu le dis, il y a des médicaments qui peuvent avoir un impact aussi sur la libido. Est-ce que, concrètement, de manière générale, si on a des problèmes cardiaques ou si on a fait un AVC, est-ce que c'est contre-indiqué d'avoir un rapport sexuel ou pas ? Non, c'est pas contre-indiqué. Comme le disait Céline, il faut que le médecin en parle à son médecin, mais il n'y a aucune contre-indication. La question, c'est l'adaptation. D'accord. La vie, c'est s'adapter. Vieillir, c'est s'adapter. Et quand on a une pathologie, c'est comment on s'adapte à cette pathologie pour pouvoir continuer à vivre
différemment. C'est sûr que ça sera différent que si on n'a pas cette pathologie, mais il y a des possibilités. Donc, il suffit de trouver des possibilités et des fois d'avoir des réponses. Moi, je pense que la thérapie la plus efficace que j'ai jamais eue dans ma carrière, c'est une skieuse de très haut niveau qui vient me voir, qui avait déclenché ce qu'on appelle un vaginisme, c'est-à-dire une impossibilité de pénétration parce que voilà, ça devient dur au moment de la pénétration. Et donc, on en parle un peu. En fait, elle avait une double prothèse de hanche. Voilà. Et donc, elle avait peur qu'en écartant les jambes, ses prothèses pètent. Tu vois ? Voilà. Et je lui ai expliqué que le danger, c'était au contraire de croiser les jambes, parce que quand tu écartes les jambes, en fait, il n'y a pas de souci, puisque ça appuie sur le bassin. Par contre, quand tu serres les jambes, ça risque de se déboîter. Donc, je lui ai dit, mais il n'y a aucun danger. Et elle m'a dit, c'est pas con, ça. Donc, on devait se revoir. Elle m'a téléphoné en me disant, non, c'est fini, c'est bon. C'était un blocage psychologique. C'était un blocage psychologique parce que, voilà, elle ne savait pas, parce que son chirurgien, elle n'avait pas posé la question à son chirurgien. On peut penser que l'orthopédiste n'y avait même pas pensé. Donc, des fois, il suffit de donner une indication, d'ouvrir quelque chose, et hop, c'est terminé. Oui, c'est vraiment l'accompagnement et ne pas être seul, ne pas rester seul. Il n'y a pas de, encore une fois, je parlais de honte, il n'y a pas de honte à poser ces questions-là. Le désir sexuel, il fluctue tout au long de la vie. Alors, on parlait de maladie. Bien sûr, quand on a une maladie grave qui apparaît, peut-être que pendant un temps, on a moins de désir sexuel. Mais si ça revient parce que la sexualité, c'est quelque chose qui est important pour nous, il y a forcément des possibilités d'adapter cette sexualité. Et c'est vraiment ça le message. Ne pas se dire, non, en fait, je suis malade, je pourrai plus jamais, et c'est un retentissement forcément sur sa santé mentale. Donc c'est aussi ça notre idée. C'est ça fluctue, ça revient. Si ça revient, on prend note et on va voir, on demande de l'aide. On demande de l'aide, c'est vraiment ça qui est important. Alors là, ça déborde le problème de santé physique, mais ce que vient de dire Céline est extrêmement important, c'est que pour tout le monde, ça fluctue. Ouais. Il y a des moments où on a envie, puis des moments où on n'a pas envie, puis voilà. Et là aussi, c'est la communication avec l'autre, c'est la manière dont on va échanger avec l'autre en disant non, là. Oui, et comment on peut s'arranger de ça? Et on le disait dans les vieux, vous parliez des vieux couples, en fait, de vieux, comment on peut s'arranger? Parce que sur 40 ans, forcément, on n'est pas toujours en adéquation sur notre niveau de désir sexuel dans le couple, et comment on communique et comment on se permet ou on permet à l'autre de trouver des solutions, parce qu'à ce moment-là, on a plus de désir sexuel, ça peut passer, on l'a dit, par les sextoys, ça peut passer par la masturbation, ça peut se décomplexer par rapport à ça et se dire c'est normal en fait, moi j'ai plus envie, toi t'as moins envie, comment on fait? Voilà. Mais justement, dans les idées reçues et les tabous, c'est la question de la masturbation. Oui. On a l'impression que les vieux n'ont pas le droit de se masturber. Voilà. Why? mais c'est une connotation un peu dégueulasse, tu vois. Ouais, honteux. Voilà, honteux dans les représentations sociales, en fait. Alors que la masturbation, quand il y a quand même pas mal de veuves aussi, il faut le reconnaître, avancé en âge. Donc le besoin d'être encore en contact avec son corps, d'être dans quelque chose où son corps est encore vivant, la masturbation, c'est une relation à soi. Et du coup, c'est aussi s'épanouir dans quelque chose où on se sent bien, on se fait plaisir. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que maintenant, les sextoys, quand même, commencent à... Voilà, avant, il fallait aller dans des sex shops un peu glauques, un peu... Voilà, c'était des trucs... alors que maintenant, c'est vrai, c'est open bar, si j'ose dire. Voilà, oui, avec Internet, on peut avec très Internet, facilement... voilà. Mais il y a quand même une vision de cette génération-là... C'est pas pour nous, quoi. Voilà, c'est important. Il y a encore besoin d'avoir une permission, en fait. C'est ça qui est, et ce qu'on disait, l'autorisation. Donc c'est ça qui est parfois en fait gênant. Et moi j'entends, j'ai le témoignage, on parle de masturbation d'une femme qui est venue me voir quand on était au salon des seniors à Paris, qui pendant a eu 40 ans de vie commune, s'est séparée pour x ou y raison, n'a jamais eu en fait de plaisir ou d'orgasme avec son conjoint pour x ou y raison, et qui là en fait en écoutant ce qu'on fait, Always Valentine, des choses comme ça, s'est autorisé en fait à se masturber sous la douche, et est venu me voir en me disant mais ces petits picotements que je ressens qui sont agréables avec le jet de la douche, c'est ça le plaisir? Et je lui ai dit oui, et elle remercie en fait. Et c'est ça qui est important pour Gérard et pour moi, c'est que de pouvoir accompagner les gens, et on ne fait pas de prosélytisme, si on a décidé, et on le dit souvent, si on a décidé de mettre un terme pour X ou Y raison à sa sexualité, de façon temporaire ou de façon continue, c'est OK. Mais autoriser les gens qui ont envie de découvrir, qui ont envie de continuer, en fait.
On passe notre temps à donner des autorisations. Oui, c'est ça. C'est vrai. La plupart des gens se mettent des Voilà, limites. ils se mettent des limites. Mais pourquoi quoi? Qu'est-ce qui empêche quoi? Essayez. Si ça va pas, vous arrêtez. Et plus on prend soin, on écoute son corps et on est avec lui, et plus il nous le rend, en fait. Intéressant. Oui, parce que c'est un problème de santé même après. Quoi. Voilà. C'est un équilibre avec soi en fait. Parce que c'est prendre soin de soi, c'est être attentif à soi. Et la santé sexuelle participe de la santé globale. Oui, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que d'avoir une sexualité régulière avait un impact important sur plein de facteurs de santé globale. Ah oui, clairement. Et d'abord sur la santé mentale, c'est hyper important. Dans le veuvage, il y a une problématique extrêmement importante, c'est la fidélité postnatale. Ah oui. Tu as l'impression de trahir ton compagnon et ta compagne si tu rentres dans une nouvelle relation. Mon fils m'a dit, bah, t'as fait ton temps. Mais je me dis, pourquoi tu me dis, j'ai fait mon temps? Non, j'ai encore du désir, j'ai encore des envies. Tout prend plus de temps et c'est OK. Et c'est plutôt un bonheur en fait, parce que prendre le temps, ça permet de prendre connaissance de ses sensations, des sensations de l'autre, et ça c'est vraiment hyper important. Je pense que c'est vraiment un message aussi qui est important. C'est essentiel, c'est vraiment l'éloge de la lenteur. Ouais.